Donc là, je vais prendre le diagramme de classe pour l'application voiture. Donc là, j'ai une classe qui s'appelle voiture et qui a trois attributs, ID, brand et modèle. Éventuellement, je pourrais m'imaginer ajouter des trucs. Donc, dans les exos, dans le passé, on avait la consommation de la voiture donc en miles per gallon. Et puis éventuellement, on pourrait s'imaginer avoir une méthode euh, qui convertit ce truc-là en autre chose. Donc, je sais pas moi, get consommation en litres par 100 km, truc du genre. Donc dans le diagramme de classe, ça s'affiche différemment. Ça pourrait retourner au string par exemple. Ça s'affiche différemment, donc il y a les attributs et les méthodes, c'est deux choses différentes. Pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'en fait la méthode qui est ici, on va vouloir la documenter. Donc comment cette consommation-là, elle est calculée à partir du miles per gallon. Et en fait, on ne va pas l'écrire dans le diagramme, bien évidemment. On va l'écrire à côté. Donc vous, ce sera dans votre rapport, mais un bon endroit pour le faire, ça va être dans le code. Donc il y a un truc qui s'appelle la Javadoc. Et du coup, la Javadoc, ça a ce format-là ici. Donc ça nous permet de faire de la documentation soit sur des fields, sur des variables, ou sur des méthodes. Donc ici, j'ai mis une petite doc sur miles per gallon. Et puis en bas, sur ma méthode, j'ai mis retourne la consommation en litres par 100 km, le calcul est blablabla. Et puis là, j'ai mis des annotations pour documenter cette méthode-là. Donc il y a une correspondance entre votre diagramme et la documentation dans votre code Java. Je vous montrerai tout à l'heure comment générer la Javadoc et puis en faire un document à part entière. Donc si je continue, j'ai pas d'autres concepts en fait là pour l'instant dans le code, donc je vais juste en inventer. Donc on peut s'imaginer qu'une voiture a une roue, des roues, et puis je vais faire une liaison entre ces éléments-là. Donc je vais faire une association en fait qu'on dit. Donc il y a une association entre voiture et roue. Tout simplement, c'est un trait entre les deux. On peut donner une cardinalité à une association. Donc je peux dire une voiture a 4 roues. Ok. Il y a une subtilité. En fait, il y a trois éléments d'association possibles en UML. Quand on parle d'association en général, c'est un trait. Il y a aussi l'agrégation et il y a la composition. Ouais. Ok. Ok. Pour Benoît aussi. Pour Benoît aussi, ça s'est arrêté. Je vais juste. Ouais. Benoît, si tu peux essayer de relancer. Et puis si ça marche pas, faites juste poster sur le chat et puis moi je relancerai. Juste pour pas qu'il y ait plusieurs personnes qui se retrouvent sans stream, c'est un peu chiant. Euh, ok. Du coup, une voiture peut avoir quatre roues. Ce que je disais. Ah oui, il peut y avoir association. Il peut y avoir des associations entre plusieurs éléments. Et en fait, les associations sont soit simples, ok, c'est juste l'association, ou sinon ils peuvent être de type agrégé ou composé. Euh, une agrégation, alors je me trompe toujours, et d'ailleurs quand j'ai répondu à une question tout à l'heure, je me suis trompé. Donc une agrégation, c'est une appartenance faible. Donc si une voiture a des roues, si on supprime la voiture, on peut soit s'imaginer qu'on supprime les roues aussi, ou que les roues continuent à exister. Donc une agrégation, c'est une appartenance faible. Donc si on supprime l'un, on ne va pas supprimer l'autre. Et une composition, c'est l'appartenance forte. Donc si on supprime un objet, on va supprimer l'autre aussi. Pour la voiture, ça se discute. Je pense que c'est plutôt une agrégation, donc une association faible. Par contre, si par exemple on s'imagine une personne a des mains, si on supprime la personne, on va supprimer ses mains aussi. Donc ça, c'est plutôt une composition. Ok. Ces éléments-là, ils se dénotent un tout petit peu différemment sur le diagramme. Donc on peut dire une voiture, non c'est dans l'autre sens. Donc une voiture est composée de roues, donc il va y avoir un losange côté voiture qui est plein, donc ça c'est une composition. Ou sinon je peux dire
une voiture agrège des roues. Donc ça va être un losange vide du côté de la voiture. Donc ça c'est pour dénoter soit l'association, l'agrégation ou la composition. Je vais en faire d'autres dans le graphique, donc ce sera plus clair quand j'en aurai beaucoup. Est-ce que le stream fonctionne pour tout le monde ou est-ce que je redémarre? Est-ce qu'il y a des gens pour qui ça ne marche pas? Ok, c'est bon, ça marche, ça marche. Ok, super. Donc là on a voiture, roue, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux éventuellement dire bah, une personne est propriétaire d'une voiture. Donc là je vais dire une personne, comment je pourrais écrire ça? Donc je pourrais dire donc une personne est propriétaire d'une voiture. Donc ici on voit aussi l'agrégation, donc c'est un agrégat ici, donc c'est une relation forte entre les deux, mais si on supprime soit personne, soit voiture, on ne va pas tout supprimer d'un coup. Et je peux aussi éventuellement dénoter et dire est propriétaire, donc comme ça, donc qui va qualifier la relation entre deux éléments, c'est juste pour clarifier, donc on peut donner du texte en fait sur l'élément. Les cardinalités ici, on peut aussi les définir. Donc, je peux ici écrire 0, 0, 0, pardon, point, point, étoile. Et puis de l'autre côté, je vais mettre comme ça, je crois. Donc, si je lis du coup en partant de la voiture ou en partant de la personne, par exemple, donc je dis une personne est propriétaire de 0 jusqu'à n voitures. Donc l'étoile, ça veut dire n. Je peux mettre n aussi éventuellement. Et puis dans l'autre sens, une voiture est la propriété de 0 à une personne. Donc on peut mettre des bornes sur les relations pour définir éventuellement si la cardinalité en fait des relations entre les éléments. Ok. Donc j'irai pas plus loin pour la partie voiture. Je vais juste faire un petit retour en arrière pour être bien, bien clair sur l'agrégation de la composition. Donc si je reviens quelques semaines en arrière, je vais parler de country. Et puis je vais parler de région. Donc ça on se rappelle, c'était environ 2 semaines. Du coup la relation entre les éléments, c'est country, région, comme ça. Et en fait on a une composition, non, une composition entre les deux éléments, parce qu'en fait, si on s'imagine supprimer un country, on va supprimer aussi les régions qui sont à l'intérieur. On ne peut pas avoir de régions qui flottent nulle part. Donc là, ici, c'est un exemple de composition, contrairement à l'agrégation, qui est plutôt sur la gauche dans le diagramme. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Qu'est-ce que je donne dans mon exemple? Ah oui, dans des diagrammes que vous m'avez envoyés, vous avez mis en scène aussi les utilisateurs et les rôles. Donc ça c'est très bien. Donc on va dire on a classe utilisateur, comme ça, clac. Et puis on a classe rôle. Et puis du coup on a quoi? On a un utilisateur a des rôles. Donc je vais dire utilisateur a des rôles. Donc ici, on a une agrégation, parce qu'on peut avoir des utilisateurs et des rôles qui existent de manière indépendante. Si on supprime un utilisateur, on ne supprime pas les rôles. Avec une cardinalité étoile, éventuellement, si vous voulez le mettre. C'est bien de garder en fait ces éléments-là un petit peu à côté. Donc ça fait partie de l'authentification. Et vous pouvez garder ces éléments-là à côté, ça ne fait pas partie de votre domaine métier. Donc le domaine métier, c'est une personne ici qui est propriétaire d'une voiture. Et en fait, personne utilisateur à quelque part dans votre appli, ça va probablement être un concept assez proche. Donc quand l'utilisateur se log, bah, ça correspond à une personne. Une personne peut devenir propriétaire d'une voiture. Moi, je vous conseille de laisser les éléments séparés. Donc éventuellement, vous pouvez
définir ces éléments-là dans un package. Donc comme je disais hier, UML a la plupart du temps des fonctionnalités pour définir des packages, peu importe le diagramme. Donc là, j'ai créé un package qui s'appelle hôte. Et puis ensuite, je peux dire, ben, en fait, ma personne, elle va étendre l'utilisateur. Non, c'est dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens. Donc là, la personne, elle va étendre l'utilisateur. Donc je vais avoir une classe utilisateur avec mot de passe username. Et je vais avoir une personne qui étend cet utilisateur-là. Ou peut-être qui est associé à. Ok, ça peut être une autre possibilité. En tout cas, il y a une association entre les deux. Le extend peut-être, je sais pas trop. À voir. Mais du coup, c'est bien. En tout cas, ça va être plus simple pour vous, je crois, si vous gardez ces éléments séparés. Donc dans utilisateur, username, password. Et puis dans personne, qui est là, vous allez avoir peut-être, je sais pas moi, une adresse et puis des concepts métiers là qui correspondent plutôt à votre domaine métier, qui ne fait pas partie nécessairement de l'autorisation et des rôles qui sont à côté. Règle générale, quand vous avez un concept qui en étend un autre, donc là j'ai personne qui étend utilisateur, quand vous avez une seule sous-classe, c'est qu'il y a un truc qui cloche dans votre diagramme. Ok, donc on ne sépare pas des classes juste pour le fun. Donc là ici, si personne étant utilisateur, c'est un peu un anti-pattern. Donc règle générale, on ne fait pas ça. Mais si on veut séparer nos concepts en différents packages, donc de dire on a un package authentification qui est à côté, et puis notre package plutôt voiture qui est dans un autre, là on peut s'imaginer avoir un extends, même s'il y a une seule sous-classe. Ok. Donc, je crois que j'ai fait le tour des concepts que je voulais présenter pour le diagramme de classe. Euh, du coup, ici, juste pour revenir un petit peu sur get liters per 100 km là, du coup, ce machin-là, il va falloir faire une description de cette méthode-là. Vous pouvez utiliser des commentaires dans votre diagramme de classe, mais ce que je vous recommande de faire, c'est d'écrire de la Javadoc. Du coup, j'ai mis dans l'énoncé un peu comment le faire. Là, vous n'avez peut-être pas encore de code décrit, donc vous le verrez peut-être au corriger tout à l'heure. Voilà, et puis du coup, ce qu'on va faire sur l'heure qui reste, donc je vais revenir à l'énoncé. Donc là, on a fait classe diagramme, j'ai parlé un petit peu de documentation technique, donc je vous invite aussi à aller voir cette partie-là. Ce qui nous reste à faire pour aujourd'hui, du coup, c'est la partie Entity Relationship. Donc ça, c'est un type de modèle qui est très utilisé pour les bases de données. Il y a pas mal de formalisme autour du Entity Relationship. Il y a des espèces de flèches un peu étranges. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout le formalisme qui est spécifique à UML sur cette partie-là parce qu'il est relativement complexe. Moi, j'en vois pas trop d'utilité. Ça va ressembler beaucoup au diagramme de classe avec des cardinalités sur les différentes flèches. En gros, pour une relation, la seule chose qui va être différente, c'est que pour une relation many-to-many, on va dénormaliser cette relation-là et du coup, on va afficher l'étape de jointure sur les différents éléments. Et puis aussi, ouais, voilà, les types, ce seront, donc là on a des types au niveau Java, ou le langage de programmation que vous allez utiliser. Et du coup, quand on va faire le Entity Relationship, vu que c'est pour la base de données spécifiquement, bah ici, brand, ce ne sera pas un string, ça va être un varchar. Okay, et puis, vous allez afficher les primary keys, les foreign keys sur ce diagramme-là aussi. Et bien évidemment, il n'y aura pas les méthodes, parce qu'on n'a pas de méthode sur nos tables. Donc très bien, je vais m'arrêter là, sauf s'il y a des questions. Mhm. Oui. Oui, normalement, ouais, faut faire les deux. Alors si vous n'avez pas envie de faire les deux,
pourquoi pas. Il y a quand même pas mal de différences entre les deux, hein. Donc là, vous allez avoir les mêmes concepts, mais euh, ils seront pas du tout associés de la même manière. Donc comme je disais tout à l'heure, si vous avez une relation many-to-many, bah, il va falloir définir la table de jointure et de quelle manière on fait la table de jointure. Donc c'est deux concepts différents. Éventuellement, vraiment, si vous voulez faire l'un et pas l'autre, il faut absolument que vous ayez à minima le Entity Relationship Model. Ok. Il faut relire ce qu'on vous demande dans les critères pour votre dossier chef-d'œuvre. Et puis ça a été remis dans le mail de Laetitia de hier ou avant-hier. Le Entity Relationship Model, c'est le strict minimum. Donc, éventuellement, si vous voulez pas faire le class diagramme, ok, il faut au moins faire le Entity Relationship. Moi, je vous conseille fortement de faire les deux. Il y a des réflexions qui sont vachement différentes entre les deux. Donc ici, on va réfléchir en termes de concept métier et de méthode. Et puis dans le Entity Relationship, on va réfléchir en termes de stockage et de dénormalisation. Donc même si ce sera les mêmes éléments, ils seront pas affichés de la même manière. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Carrément. Alors, et le class diagramme aussi. Alors, ouais, c'est vrai que j'aurais pu parler de ça au début. Alors, l'UML à la base a été son langage de programmation qui est complet. Il a été écrit à la base pour faire de la compilation entre UML et d'autres langages. Donc, en gros, normalement, vous pouvez passer du UML à du Java et du Java à de l'UML. En fait, ça a été fait pour ça. Euh, je vous recommande pas de le faire, sauf peut-être pour Entity Relation, parce que c'est le bordel très rapidement. Éventuellement, je peux peut-être vous faire une petite démo. Donc là, si je regarde, ouais, j'aurais pas grand-chose, mais en fait, dans IntelliJ, et puis si vous êtes dans Eclipse aussi, il y a un truc qui s'appelle diagramme ici, et vous faites show diagramme. Donc là, Java, classe diagramme. Et puis normalement, ça devrait m'en construire un. Bon, là, j'ai vraiment pas grand-chose, mais ici, j'ai car user role, et puis je peux mettre les dépendances entre les éléments. Donc là, ici, on voit les agrégats qui se posent entre user et role. Ok. Y a beaucoup de bruit dans ce genre de diagramme-là. Quand vous avez écrit le code, et vous avez beaucoup de code et vous générez le diagramme, c'est très rapidement le bordel. Donc c'est bonne pratique de éventuellement se baser là-dessus, pourquoi pas, mais d'en réécrire un autre à côté qui va se concentrer sur les éléments qui sont intéressants à présenter pour quelqu'un qui lit votre rapport. Donc ici par exemple les getters et les setters, bien évidemment, ils ne sont pas intéressants pour quelqu'un qui lit votre rapport. Ok. Ça c'est la première chose que j'ai à vous dire. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que effectivement le diagramme entity relation, il peut être généré de la base de données et je vais vous montrer comment faire. Donc en gros, ce que vous allez faire le plus commun, c'est d'utiliser Spring pour du coup ici euh, en fait créer à partir de vos entités. Donc je vais revenir ici sur par exemple car. Donc vous avez vos différentes entités, vous avez vos annotations, ID, colonne, etc. Vous dites à Spring, généralement la base de données. Ça va vous générer un truc du genre. D'ailleurs, ce fichier-là, en fait, c'est un copier-coller de ce que Spring me génère. Donc ça s'appelle un DDL pour Data Definition Language. Et ça, normalement, si vous l'écrivez correctement, c'est valide dans toutes les bases de données. C'est pas aussi direct que ça parce que dans PostgreSQL vous avez Serial par exemple, donc il faut un peu triturer le truc. Et ça, vous pouvez l'importer dans un logiciel qui s'appelle MySQL Workbench. Et puis dans MySQL Workbench, ça vous génère l'entité le relationship directement. Il y a beaucoup moins de bruit dans un DDL que dans une classe Java. Donc c'est plus facile de générer l'entity entity relationship que le diagramme de classe. Mais effectivement, très bonne remarque. Il y a beaucoup de gens qui génèrent le entity relationship. Je voulais le dire après, vous l'ayez fait. Mais oui, bon commentaire.
C'est une très bonne question. Idéalement, vous le faites en préparatoire pour une raison en particulier, c'est qu'en fait, ça vous permet de vous projeter sur quel type de relation vous avez entre les entités. Donc, je m'explique. Si je montre, par exemple, c'est un peu dommage parce que j'ai pas grand-chose ici. Donc, si je montre role et user, en fait, quand vous n'avez pas écrit le code encore et vous vous posez la question, c'est quoi la relation entre user et role? Vous pourriez tenter ici de dire, ah ben ma relation c'est un one-to-many par exemple. Donc là ici je l'ai modélisé comme un many-to-many parce que je me suis posé la question en préalable, c'est quoi la relation entre mes deux éléments? En faisant le graphique entity relation, vous n'aurez pas le choix de vous poser la question, est-ce que c'est un many-to-many ou un one-to-many? Une fois que vous avez fait le graphique, vous pouvez ensuite écrire le code ici et du coup vous dire ah ben dans mon graphique j'ai mis many to many et du coup je vais l'écrire dans le code là. Vous pouvez bien évidemment commencer directement avec le code, mais quand vous allez arriver ici, si j'ai fait ce machin là, vous allez arriver ici au rôle et là vous allez vous demander est-ce que c'est un one to many ou c'est un many to many. C'est un peu la poule et l'œuf. Est-ce que vous préférez écrire du code en premier ou est-ce que vous préférez écrire des diagrammes en premier? C'est pas à moi de répondre à cette question là. Okay. Mais au final, dans votre rapport final, vous allez devoir fournir des diagrammes. Est-ce que ces diagrammes-là vont être basés sur votre code? Bien évidemment. Mais là, maintenant, tout de suite, pour démarrer votre projet, est-ce que vous préférez écrire la doc en premier ou écrire votre code en premier? C'est à vous de décider. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, mais je ne vais pas décider pour vous. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions?